Leporella, Steffansweig. De son nom de baptême, elle s'appelait Crescence. Elle avait 39 ans, était de naissance illégitime et originaire d'un petit village du Val de Ziller. Sous la rubrique « Signe particulier » de son livret de service figurait un trait horizontal, négatif. Mais si les employés avaient tenu de donner un signalement caractériologique, un coup d'œil, même rapide, n'eût pas manqué de leur faire noter qu'elle avait tout d'un cheval de montagne osseux et efflanqué. Car il y avait, à ne pas s'y méprendre, quelque chose de chevalin dans l'expression de sa lippe pendante, dans l'ovale à la fois allongé et dur de sa figure hâlée, dans ses yeux mornes, dépourvus de cils, et surtout dans ses cheveux épais et feutrés, collés sur le front en mèches grasses. Sa démarche également accusait l'hésitation méfiante, l'entêtement buté des bidets de montagne qui, par les cols des Alpes, sur les chemins muletiers pierreux, portent, maussades hiver comme été, à la montée comme à la descente, les mêmes charges de bois du même pas qu'à autant. Délivrée du licou du travail, Crescence, les coudes en biais, les mains plus ou moins jointes, regardait vaguement devant elle, d'un air hébété, pareil au bétail à l'étable. Tout en elle était dur, disgracieux et lourd. Penser lui était pénible, et sa compréhension était lente. Toute idée nouvelle goûtait sourdement dans les profondeurs de son esprit, comme à travers un tamis épais. Mais quand il lui arrivait d'avoir, avec beaucoup de difficulté, saisi et fait sienne une idée nouvelle, elle y tenait obstinément et ne la lâchait plus. Elle ne lisait rien, ni journaux, ni livres de prière, écrire était pour elle une corvée, et les lettres gauches de son carnet de cuisine ressemblaient étrangement à son propre corps anguleux et mal taillé, dénué visiblement de tous les caractères de la féminité. Tout comme ses os, ses hanches, ses mains et son crâne, sa voix était dure. Malgré les sons épais et gutturaux propres à la langue du Tyrol, elle grinçait comme une porte rouillée, ce qui du reste n'avait rien d'étonnant, car Crescence n'adressait jamais à personne un mot inutile. Et nul non plus ne l'avait jamais vu rire. En cela aussi, elle avait tout de l'animal, car il est une chose peut-être plus triste que l'absence du langage, c'est celle du rire, de ce jaillissement spontané du sentiment, qui a été refusé aux inconscientes créatures de Dieu. Élevée aux frais de la commune, déjà en service à l'âge de 12 ans, puis récureuse de casseroles dans une gargote, son acharnement au travail, son activité frénétique la firent remarquer, si bien qu'au sortir de cette auberge de Chartier, elle entra comme cuisinière dans un bon hôtel de touristes. Là, jour après jour, Crescence se levait à 5 heures du matin, balayait, nettoyait, astiquait, brossait, rangeait, chauffait, cuisinait, pétrissait, lavait, rinçait, essorait, trimait jusqu'à une heure avancée de la nuit. Jamais elle ne prenait de congé. Jamais excepté pour faire ses achats et aller à l'église. Elle ne mettait les pieds dehors. Le disque ardent de son fourneau lui tenait lieu de soleil. Les 1000 et 1000 bûches qu'elle fendait le long de l'année étaient de sa forêt. Les hommes ne l'importunaient pas, soit parce que ce quart de siècle de travail acharné l'avait dépouillée de ce qu'elle pouvait avoir de féminin, soit parce que revêche et taciturne, elle eût coupé court à toute approche. Son seul plaisir, elle le trouvait dans l'argent, qu'elle amassait avec l'instinct avide des paysans et des simples, pour ne pas être forcée dans sa vieillesse d'avaler une seconde fois, à l'asile des pauvres, le pain amer de la commune. C'était uniquement poussée par l'amour de l'argent que cette créature bornée avait quitté pour la première fois, à 37 ans, sa patrie tyrolienne. Une placeuse en villégiature, l'ayant vue se démener au travail du matin au soir, l'avait attirée à Vienne, en lui promettant le double de ses gages. Pendant le voyage, Crescence n'avait que mangé sans parler à personne. Elle tenait horizontalement sur ses genoux douloureux la lourde malle d'osier qui contenait tout son avoir, malgré l'offre aimable de ses compagnons de voyage de la lui caser dans le filet, car le vol et l'escroquerie étaient la seule représentation que son cerveau obtus se faisait de la grande ville. À Vienne, il avait fallu, pendant les premiers jours, l'accompagner au marché, parce qu'elle craignait les voitures comme une vache craint les autos. Mais, dès qu'elle eut connu les 4 rues qui y menaient, elle n'eut plus besoin de personne. Son panier au bras, elle trottait, sans lever les yeux, de la maison à l'étalage des marchands, et revenait de même. Elle balayait et chauffait dans sa nouvelle cuisine, comme elle avait fait dans l'ancienne, sans s'apercevoir d'aucun changement. À 9 heures, heure du village, elle allait se coucher et dormait comme une brute, la bouche ouverte, jusqu'à l'instant où le réveil matin l'arrachait brusquement à son sommeil. Personne ne savait si elle était contente, peut-être ne le savait-elle pas elle-même, car elle ne s'ouvrait à personne et ne répondait aux ordres qu'elle recevait que par un oui sourd, ou, si elle était d'un autre avis, par un haussement buté des épaules. Elle ne prenait garde ni aux voisins, ni aux autres domestiques de la maison.
Les regards gouailleurs de ses compagnes, animés d'un tout autre esprit, la laissaient totalement indifférente, sauf un jour où une des bonnes s'étant mise à imiter son patois tyrolien et à se moquer d'elle avec insistance, elle avait tiré subitement de son fourneau une bûche enflammée et s'était précipitée sur la fille affolée qui s'était enfuie en hurlant. À partir de ce jour, tout le monde évita la furieuse créature et plus personne ne se hasarda à la railler. Cependant, tous les dimanches, Crescence, vêtue de son ample robe plissée et coiffée d'un bonnet plat, en forme d'assiette, que portent les paysannes, se rendait à l'église. Une seule fois, à l'occasion de son premier jour de congé à Vienne, elle se risqua à entreprendre une promenade. Mais, comme elle n'avait pas voulu prendre le tram, et que tout au long de sa prudente expédition par les rues mouvementées et vibrantes, elle ne vit qu'une succession de murs de pierre, elle n'alla pas plus loin que le canal du Danube. Là, fixement, elle regarda l'eau qui coulait comme on regarde une chose connue, puis elle s'en retourna par le même chemin, toujours le long des maisons, évitant craintivement le milieu de la rue à cause des voitures. Cet unique voyage d'exploration l'avait certainement déçue, car dès lors elle ne quitta jamais la maison, préférant le dimanche s'asseoir à la fenêtre, soit avec un travail de couture, soit les mains vides. La grande ville n'avait donc apporté dans la routine de ses jours d'autre changement que celui de faire tomber, à la fin de chaque mois, 4 billets bleus au lieu de 2 dans ses mains usées par la cuisine et la lessive. Ces billets de banque, elle les examinait chaque fois longuement et avec méfiance. Elle les dépliait minutieusement et les lissait presque avec tendresse avant de les ranger à côté des autres, dans le coffret en bois sculpté qu'elle avait apporté de son village. Cette grossière et informe cassette était tout son secret, son unique raison de vivre. Le soir, elle en posait la clé sous son oreiller. Personne de la maison ne sut jamais où elle la mettait le jour. Telle était cette bizarre créature humaine, si l'on peut dire, puisque l'humain, justement, n'apparaissait dans ses attitudes que d'une façon tout à fait vague et rudimentaire. Mais peut-être fallait-il un être à ce point obtus et borné pour rester au service de l'étrange ménage du baron de F. Car, d'une manière générale, les domestiques ne supportaient l'atmosphère de discorde qui régnait dans cette maison que durant le délai légal qui suivait l'engagement. Les criailleries irritées frisant l'hystérie que l'on y entendait venaient de la maîtresse de maison. Fille d'un très riche fabricant d'Essonne, elle n'était plus de la première jeunesse quand, dans une ville d'eau, elle avait fait la connaissance du baron passablement plus jeune qu'elle, de médiocre noblesse et dans une situation pécuniaire plus médiocre encore, et avait hâtivement épousé ce joli Godelureau au charme aristocratique. Mais la lune de miel à peine passée, la nouvelle mariée fut bien obligée de reconnaître que ses parents n'avaient pas eu tort de s'opposer à cette union rapide, et d'insister sur la nécessité de qualités plus solides chez un mari. Il apparut alors que non seulement le jeune baron avait passé sous silence de nombreuses dettes, mais que les Freuden intéressaient bien plus cet époux que ses devoirs conjugaux. De plus, s'il ne manquait pas d'affabilité et possédait même plutôt ce fond de jovialité propre au caractère léger, il ne pouvait concevoir l'existence que d'une façon paresseuse, sans obligation, et considérait avec mépris toute question d'argent comme quelque chose de mesquin et de bas. Il aimait la vie facile. Elle, au contraire, désirait un intérieur rangé et sévère, à la manière rhénano-bourgeoise, ce qui le mettait hors de lui. Et lorsque, malgré la richesse de sa femme, il s'était vu obligé de discuter chaque fois qu'il voulait obtenir une somme quelque peu importante, et qu'elle était allée jusqu'à s'opposer à son désir le plus cher, une écurie de course, il n'avait plus jugé à propos de s'occuper de cette grosse nordique, aux larges épaules, et dont la voix forte et autoritaire lui faisait mal aux oreilles. Il l'avait donc laissé choir doucement et sans fracas, mais non moins radicalement pour cela. Quand elle lui faisait des reproches, il l'écoutait poliment et avec une attention apparente. Mais sitôt le sermon fini, il chassait loin de lui, avec la fumée de sa cigarette, les véhémentes exhortations de sa femme et sans se gêner, faisait ce que bon lui semblait. Cette amabilité facile, presque professionnelle, exaspérait l'épouse déçue, plus que ne l'aurait fait n'importe quelle opposition. Et parce qu'elle était complètement impuissante devant cette politesse d'homme du monde, qui ne se laissait aller à aucune grossièreté, de cette politesse insinuante même, sa colère refoulée se donnait libre cours ailleurs. Elle s'en prenait aux domestiques, et déversait sa fureur sur des innocents. Le résultat ne s'était pas fait attendre. En l'espace de 2 ans, elle avait dû changer 16 fois de servante. Un jour même, elle s'était livrée à des voies de fait sur l'une d'elles, et avait été obligée, pour arranger l'affaire, de lui verser une indemnité assez élevée. Dans cette atmosphère orageuse, seule Crescence tenait bon, inébranlable comme un cheval de fiacre sous la pluie. Elle ne prenait le parti de personne, ne s'occupait pas des changements qui se produisaient, ne semblait pas s'apercevoir que les inconnues qui lui étaient adjointes et avec lesquelles elle partageait sa chambre changeaient constamment de nom, de couleur de cheveux, d'odeur corporelle et de manière d'être. Elle ne parlait à aucune d'elles, ne s'inquiétait ni de portes claquées, ni des repas interrompus, ni des crises de nerfs et des évanouissements.
Active et indifférente, elle allait de sa cuisine au marché et du marché à sa cuisine. Ce qui se passait au-delà de cet horizon borné ne l'intéressait pas. Elle travaillait comme un fléau dont le battoir retombe durement et machinalement, brisant les jours les uns après les autres. 2 années de grande ville passèrent à côté d'elle, inaperçues, sans provoquer aucun élargissement de son monde intérieur, sauf que les billets bleus amassés dans sa cassette atteignaient maintenant l'épaisseur d'un pouce, et qu'à la fin, quand d'un doigt humide elle les comptait un par un, elle approchait du chiffre magique de 1000. Mais le hasard dispose d'outils perçants, et le destin, redoutablement astucieux, sait se frayer inopinément un chemin conduisant aux âmes et bouleverser les natures les plus pétrifiées. Chez Crescence, la cause extérieure des événements prit une apparence aussi banale qu'elle. 10 ans s'étaient écoulés depuis le dernier recensement, et le gouvernement ayant jugé utile de procéder à un nouveau dénombrement de la population, des questionnaires compliqués avaient été envoyés dans toutes les maisons pour connaître exactement le nom, date et lieu de naissance des habitants. Se méfiant de l'orthographe fantaisiste et purement phonétique du personnel, le baron avait préféré remplir lui-même ses formules, et, à cet effet, avait fait venir Crescence, comme les autres, dans son bureau. Or, en la questionnant, le baron, qui était un chasseur passionné, apprit qu'il lui était arrivé à plusieurs reprises de chasser le chamois dans son pays, qu'une fois même un guide originaire de son village natal l'avait accompagné pendant 2 semaines. Et comme, chose curieuse, ce guide se trouvait précisément être l'oncle de Crescence, et que, par surcroît, le baron ce jour-là était d'humeur particulièrement joviale. Ce fut l'occasion d'une conversation prolongée. Nouvelle surprise, il avait naguère dégusté un excellent rôti de chevreuil dans l'auberge même où Crescence était cuisinière. Vétille que tout cela, mais hasard étrange tout de même, et qui, aux yeux de la pauvre fille, qui voyait pour la première fois quelqu'un connaissant son pays, avait quelque chose de surnaturel. Elle était là devant lui, toute rouge, les traits tendus, et se tortillait gauchement l'air flatté, lorsque, passant à la plaisanterie, le baron imita son patois tyrolien, lui demanda si elle savait jodeler, et lui dit des gaudrioles. Pour finir, s'amusant lui-même à ce jeu, il lui donna du plat de la main, à la manière paysanne, une tape sur le derrière et lui dit en riant « Maintenant, va-t'en, brave Senzi, mais avant de partir, voici 2 couronnes, parce que tu es du Val de Zilleur. » Certes, l'incident n'avait en soi rien de pathétique, et semblait dénué d'importance. Cependant, cette causerie de 5 minutes, telle une pierre dans une mare, remua profondément l'âme figée de la morne créature. Non seulement cette fille obstinément taciturne n'avait plus eu de conversation avec personne depuis des années, mais le fait que l'homme qui lui avait adressé la parole dans ce dédale de pierre était justement un familier de ces montagnes, qu'il avait mangé un filet de chevreuil préparé par elle, cela lui parut tenir du miracle. À cela s'ajoutait cette tape sans gêne sur le derrière, qui, dans le langage paysan, est un appel laconique, une avance faite à la femme. Et si Crescence n'avait pas l'audace de croire que ce monsieur élégant et distingué la désirait réellement, cette familiarité n'en avait pas moins secoué ses sens engourdis. Sous l'effet de cette impulsion fortuite, les couches profondes de son être s'ébranlèrent l'une après l'autre, jusqu'à ce qu'il s'en détachât, informe tout d'abord, puis de plus en plus net, un sentiment nouveau, pareil à celui qui guide le chien lorsqu'un beau jour, celui-ci discerne subitement, au milieu d'une foule d'hommes, le maître qui fera son affaire. À partir de ce moment-là, il le suit, accueille par des frétillements ou des aboiements celui à qui le destin le soumet, lui obéit de plein gré et l'accompagne partout avec docilité. C'est ainsi que dans la vie bornée de Crescence, où il n'était question jusque-là que de 5 ou 6 choses, argent, marché, fourneau, église et lit, un nouvel élément s'était introduit en écartant violemment tout ce qui l'avait précédé. Et avec cette âpreté du paysan qui ne veut plus lâcher ce dont ses dures mains se sont emparées, elle aspira cet élément en elle jusque dans le monde trouble de ses instincts. Certes, il se passa un certain temps avant que cette transformation ne fût visible. Les premiers signes en furent même absolument insignifiants. Par exemple, elle brossait les habits et les chaussures de son maître avec un vrai fanatisme, tandis qu'elle continuait à abandonner aux soins de la femme de chambre tout ce qui appartenait à la baronne. Ou bien elle se montrait plus souvent qu'autrefois dans le corridor et les chambres, et à peine entendait-elle grincer la serrure de la porte d'entrée qu'elle se précipitait à la rencontre de son maître pour le débarrasser de sa canne et de son manteau. Elle soignait d'une façon particulière la cuisine, et avait même tenu à connaître le chemin des halles tout spécialement pour y acheter un filet de chevreuil, et sa tenue portait aussi la marque de soins plus attentifs. Il avait fallu 1 ou 2 semaines pour que les premières pousses de ce sentiment nouveau surgissent de son monde intérieur, mais bien des semaines encore s'écoulèrent avant que vint éclore sur ses pouces un deuxième sentiment, et que celui-ci prit peu à peu forme et devint réalité. Ce deuxième sentiment n'était autre que le complément du premier. Une haine sourde, d'abord puis peu à peu ouverte et manifeste à l'égard de la femme du baron.
à qui il était permis de parler, d'habiter, de coucher avec lui, et qui pourtant n'avait pas pour lui l'adoration dévote que Crescence, elle, lui vouait. Involontairement plus attentive à présent à ce qui se passait autour d'elle, avait-elle assisté à une de ces scènes gênantes où le maître adoré était humilié de la façon la plus révoltante par son épouse acariâtre? La familiarité joviale du mari lui faisait-elle sentir plus vivement la réserve hautaine de cette Allemande du Nord? Toujours est-il que Crescence manifesta tout à coup à l'égard de celle-ci, qui ne se doutait de rien, un certain entêtement, une animosité qui se traduisait dans 1000 petits riens. C'est ainsi que la baronne était toujours obligée de sonner au moins 2 fois pour que Crescence, avec une lenteur voulue et une mauvaise foi évidente, daignât répondre à cet appel. Et lorsqu'elle s'avançait, la tête rentrée dans les épaules, on voyait qu'elle était prête à faire face à toute remarque. Elle écoutait toujours d'un air maussade, et sans répondre, les ordres qu'on lui donnait, de sorte que la baronne ne savait jamais si elle avait bien compris. Si, par prudence, on lui répétait l'ordre, elle secouait la tête de mauvaise humeur, ou répondait dédaigneusement « J'ai bien entendu ». Ou encore, juste à l'heure de sortir pour aller au théâtre, au moment même où sa maîtresse déjà tout énervée arpentait les pièces, une clé avait disparu, qu'on retrouvait une demi-heure plus tard, là où jamais on ne l'aurait cherchée. Régulièrement, elle omettait de transmettre à la baronne les appels téléphoniques la concernant, et quand celle-ci lui demandait des explications, elle lui jetait sèchement à la figure un « Eh bien, c'est que j'ai oublié ». Jamais elle ne la regardait dans les yeux, sans doute par crainte de ne pouvoir cacher sa haine. Pendant ce temps, les désaccords domestiques donnaient lieu à des scènes de plus en plus désagréables entre les époux. Peut-être aussi l'inconsciente et irritante mauvaise humeur de Crescence était-elle cause dans une certaine mesure de l'énervement de l'épouse, dont l'exaltation grandissait de semaine en semaine. Les nerfs ébranlés par une chasteté prolongée, aigris encore par l'indifférence de son mari et l'animosité effrontée des domestiques, cette femme martyre perdait de plus en plus son équilibre. En vain recourait-on au bromure et au véronal pour essayer de la calmer. Les crises d'hystérie succédaient aux crises de larmes, sans qu'on pût y apporter le moindre soulagement. À la fin, le médecin recommanda un séjour de 2 mois dans un sanatorium, recommandation qui fut approuvée par le mari, d'ordinaire indifférent, avec un tel empressement que sa femme, méfiante, commença par se cabrer. Mais en fin de compte, le voyage fut quand même décidé. La femme de chambre accompagnerait madame, et Crescence resterait seule dans le spacieux appartement, au service de monsieur. Cette nouvelle que seule elle était chargée de monsieur mit en effervescence les sens engourdis de la cuisinière. Du fond de son être, telle une bouteille magique violemment secouée, surgit un dépôt ignoré de passion qui donna à ses gestes une toute autre allure. Ce qu'il y avait en elle de lourd et d'emprunté disparut. Ses membres ankylosés se délièrent, sa démarche devint vive et légère. À peine avait-il été question des préparatifs du voyage qu'elle courait d'une pièce à l'autre, montait et descendait les escaliers, faisait les malles avant d'en avoir reçu l'ordre et les portait elle-même dans la voiture. Et lorsque, tard dans la soirée, le baron, revenant de la gare, tendit à la servante empressée sa canne et son manteau, en disant avec un soupir de soulagement « La voilà expédiée », il se passa une chose étrange. Les lèvres serrées de Crescence, qui ne riait jamais, se contractèrent tout à coup avec violence. La bouche grimaça, s'élargit et, de cette façon idiotement illuminée, jaillit un ricanement si franc, si sans gêne que le baron, désagréablement surpris, eut honte de sa familiarité déplacée et gagna sa chambre sans mot dire. Mais ce rapide instant de malaise se dissipa vite. Déjà les jours suivants, le délicieux silence et la liberté bienfaisante qu'ils goûtaient ensemble créaient une sorte de lien entre le maître et la servante. Le départ de l'épouse avait, si l'on peut dire, rendu l'atmosphère plus respirable. Heureusement délivré de l'incessante obligation de rendre compte de ses actes, l'époux libéré rentra très tard dès le premier soir, et put jouir du charmant contraste que lui offrait l'empressement silencieux de Crescence avec les réceptions trop éloquentes de sa femme. Replongée avec frénésie dans son travail quotidien, la servante se levait plus tôt que jamais, astiquait loquet et cuivre comme une possédée, composait des menus particulièrement raffinés. Le lendemain du départ de sa femme, le baron vit même avec surprise, à l'heure du déjeuner, que l'on avait sorti pour lui seul le précieux service qui d'habitude ne quittait l'argentier qu'aux grandes occasions. Quoique d'un naturel distrait, il était impossible qu'il ne remarquât pas les soins attentifs, presque tendres de cette étrange créature, et comme au fond il avait bon cœur, il ne ménageait pas les éloges. Il louait sa cuisine, lui adressait de temps en temps quelques paroles aimables, et lorsque le jour de son anniversaire il vit sur la table un superbe gâteau avec ses initiales et son écusson saupoudré de sucre, il dit à Crescence en riant et avec une certaine nonchalance « Tu vas me gâter, Senzi. Que vais-je devenir quand, Dieu m'en préserve, ma femme reviendra ?» Une familiarité à ce point dénuée de tact, d'un sans-gêne frisant le cynisme, et qui, en d'autres pays, étonnerait peut-être, n'était d'ailleurs pas chose extraordinaire dans l'aristocratie de la vieille Autriche.
Ce genre de laisser-aller provenait aussi bien de l'allure désinvolte que ces gentilshommes montraient en toutes circonstances que de l'immense mépris qu'ils professaient pour le bas peuple. De même que parfois des archiducs, en garnison dans une petite ville perdue de Galicie, se faisaient amener d'un bordel le soir par un sous-officier, la première fille venue, l'abandonnait ensuite à demi-nue à celui qui avait été la chercher et se moquait profondément de tout ce que pourrait raconter le lendemain la racaille bourgeoise du pays, de même la haute noblesse préférait, à la chasse, la compagnie d'un cocher ou d'un palefrenier à celle d'un professeur ou d'un gros commerçant. Mais cette familiarité, démocratique en apparence, facilement consentie et reprise de même, était tout le contraire de ce qu'elle paraissait. Elle n'était jamais qu'unilatérale et cessait à la minute où le maître se levait de table. La petite noblesse s'étant toujours efforcée de singer les gestes des féodaux, le baron n'éprouvait donc aucune espèce de scrupule à parler avec dédain de sa femme, devant une lourde paysanne tyrolienne, sûr qu'il était de sa discrétion, mais ne se doutant certes pas de l'âpre joie et de la passion avec lesquelles la servante taciturne savourait ses paroles méprisantes. Il s'imposa toutefois, pendant 1 ou 2 jours encore, quelques contraintes avant d'abandonner toute retenue. Mais alors, archi certain, à la suite de divers indices du silence de la bonne, il commença à se conduire en vrai célibataire. Un jour, il appela Crescence et, sans autre explication, de la voix la plus naturelle, il lui ordonna de présenter le soir un souper froid pour 2 personnes et d'aller ensuite se coucher. Il se chargerait lui-même du reste. Crescence reçut l'ordre sans mot dire. Ni son regard ni le moindre battement de cils ne laissèrent voir si le sens réel de ses paroles avait pénétré derrière son front bas. Mais le maître ne tarda pas à s'apercevoir, avec un amusement mêlé de surprise, à quel point elle avait saisi ses véritables intentions. Lorsqu'il rentra après le théâtre en compagnie d'une jeune élève de l'opéra, non seulement il trouva la table garnie de fleurs et mise avec raffinement, mais dans la chambre à coucher le lit voisin du sien était découvert d'une façon provocante. Cependant, le peignoir de soie et les pantoufles de sa femme étaient là bien en évidence, prêtes à être enfilées. Le mari libéré ne put s'empêcher de rire de la sollicitude de cette créature qui allait maintenant loin. Et la dernière barrière tomba d'elle-même, devant cette complicité zélée. Le matin, il sonna Crescence pour aider la galante intruse à s'habiller. Leur pacte était définitivement scellé. C'est alors que Crescence fut baptisée d'un nom nouveau. L'amusante chanteuse, qui justement étudiait à ce moment-là le rôle d'Elvire et qui, par plaisanterie, se plaisait à élever son tendre ami au rôle de Don Juan, lui avait dit en riant « Appelle donc ta Leporella ». Ce nom l'avait amusé parce qu'il parodiait d'une façon grotesque la sèche tyrolienne. Aussi, à partir de ce jour-là, ne la nomma-t-il jamais plus autrement. Crescence, d'abord ahurie, puis séduite par la belle sonorité d'un nom dont elle ne comprenait pas le sens, se sentit anoblie par ce changement. Chaque fois que le joyeux baron l'appelait ainsi, ses lèvres minces s'écartaient, découvrant largement ses dents brunes et chevalines, et, humble et servile, elle s'approchait pour recevoir les ordres du maître vénéré. Ce nom de Leporella, la future étoile l'avait donné à Crescence par ironie, mais, sans le vouloir, elle avait trouvé là une appellation qui convenait merveilleusement à l'étrange créature, car, tout comme le complice de Don Juan, cette vieille fille desséchée, ignorante de l'amour, prenait une joie singulière, mêlée d'orgueil, aux aventures de son maître. N'était-ce que la satisfaction de trouver tous les matins le lit de la femme tant détestée, bouleversé et profané tantôt par l'une, tantôt par l'autre, ou bien ses sens participaient-ils secrètement au plaisir que dispensait généreusement la virilité de son maître? Toujours est-il que la bigote et austère vieille fille servait avec un zèle passionné les prouesses du baron. Son propre corps, usé, privé de sexe par les longues années de travail, n'était plus pour elle depuis longtemps une cause de trouble, et elle semblait trouver un véritable contentement d'entremetteuse à suivre des yeux chaque femme nouvelle qui pénétrait dans la chambre à coucher de l'absente. Cette complicité mêlée à l'odeur excitante de l'atmosphère amoureuse se mit à agir comme un acide sur ses sens endormis. Crescence devint réellement un Leporello, vive, alerte et décourdie comme lui. Sous la chaude impulsion de cette participation aux amours de son maître, la curiosité et la ruse s'éveillèrent en elle. Elle voulut savoir, et pour y arriver, déploya une activité extraordinaire. Elle écoutait aux portes, regardait par le trou des serrures, fouillait les chambres et les lits, et à peine avait-elle flairé un butin nouveau qu'elle se mettait à courir dans les escaliers, si bien qu'il finit par sortir de cette bûche, qu'elle était auparavant, une manière d'être humain. Au grand étonnement des voisins, Crescence devint tout à coup sociable. Elle parlait à d'autres servantes, plaisantait lourdement avec le facteur, entrait en conversation avec les marchandes. Et même une fois, les lumières étant éteintes dans la cour, les bonnes d'en face entendirent un bourdonnement bizarre, venant de sa fenêtre ordinairement muette. Crescence fredonnait, d'une voix maladroite et grinçante, un de ces monotones chants alpins que les vachères entonnent le soir dans la montagne. De ses lèvres inexpertes, la mélodie s'échappait péniblement, déformée, heurtée, avec un son fêlé.
Et pourtant, elle avait quelque chose d'étrange et de touchant. Pour la première fois depuis son enfance, Crescence essayait de chanter, et c'était émouvant d'entendre ces sons trébuchants qui, du fond obscur des années ensevelies, remontaient péniblement à la lumière. Le baron, cause involontaire de cette extraordinaire transformation, était celui qui s'en apercevait le moins, car quel est celui qui se retourne pour voir son ombre? On la sent qui vous suit, fidèle et muette, ou qui vous devance parfois comme un désir non encore conscient, mais il est bien rare qu'on s'arrête à ses contours grotesques et qu'on reconnaisse son moi dans cette caricature. Le baron voyait seulement que Crescence était toujours prête à le servir, que sa discrétion était entière et qu'il pouvait compter sur elle jusqu'au sacrifice. Et c'était son mutisme et la distance qu'elle savait garder dans toutes les circonstances délicates qu'il appréciait tout particulièrement. Parfois, il lui adressait quelques paroles aimables, comme on caresse un chien, plaisantait avec elle, lui pinçait le bout de l'oreille, ou encore, il lui donnait un billet de banque ou un billet de théâtre, qu'il tirait négligemment de la poche de son gilet, choses insignifiantes pour lui, mais qui pour elle devenaient des reliques, qu'elle conservait religieusement dans sa cassette. À la longue, il prit l'habitude de penser tout haut devant elle, et même de la charger de missions compliquées, et plus il lui marquait sa confiance, plus elle s'efforçait d'être à la hauteur de sa tâche. Un instinct singulier se fit peu à peu jour en elle, un instinct de chien de chasse, qui flaire, cherche et devine les désirs de son maître. Elle semblait voir avec lui, écouter avec lui. Toutes les joies du baron, toutes ses conquêtes, elle en jouissait avec un enthousiasme presque vicieux. Elle rayonnait quand une nouvelle femme franchissait le seuil de la maison et paraissait déçue et comme froissée dans son attente quand il ne rentrait pas le soir en galante compagnie. Ses pensées jadis si engourdies déployaient une activité frénétique que jusque-là, seules ses mains avaient connue. Cependant que dans ses yeux brillait une lueur nouvelle, une lueur vigilante. Une créature humaine s'était éveillée dans la bête de somme éreintée d'autrefois. Une créature têtue, fermée, rusée, inquiète, réfléchie et active, sournoise et dangereuse. Et un jour que le baron rentrait plus tôt que d'habitude, il s'arrêta devant l'entrée, étonné. N'était-ce pas venant de la cuisine un rire étouffé qu'il entendait? Mais déjà Leporella sortait par la porte entrebâillée, s'essuyant les mains à son tablier avec un air gêné et effronté à la fois. « Que monsieur m'excuse, dit-elle, laissant traîner son regard par terre, mais la fille du confiseur est là, une jolie fille, elle aimerait tant faire la connaissance de monsieur. » Le baron la regarda, surpris, sans savoir s'il devait s'indigner de l'audacieuse familiarité ou s'amuser de la complaisance de l'entremetteuse. Finalement, sa curiosité masculine l'emporta. « Fais-la voir !» La fille, une blonde et appétissante gamine de 16 ans, que Leporella avait attirée peu à peu à elle par des paroles flatteuses, sortit de la cuisine, les joues empourprées et avec un petit air embarrassé, poussée et encouragée par la servante. Elle se tourna gauchement devant l'élégant monsieur qu'elle avait en effet souvent observé de la confiserie d'en face, avec une admiration quasi enfantine. Le baron la trouva jolie et lui proposa de prendre le thé avec lui dans sa chambre. Ne sachant trop ce qu'elle devait faire, son regard chercha Crescence. Mais celle-ci, avec un empressement marqué, était déjà rentrée dans la cuisine. Il ne restait plus à la jeune fille, attirée dans cette étrange aventure, qu'à accepter, rougissante, excitée et curieuse, la dangereuse invitation. Mais la nature ne brûle pas les étapes. Si sous l'effet d'une passion obscure et confuse, un certain déclenchement de l'intelligence était produit chez Crescence, cette intelligence n'allait pas plus loin que l'instinct des animaux auxquels elle continuait à s'apparenter. Complètement obsédée par le désir de servir en esclave le maître aimé, la bonne avait tout à fait oublié la maîtresse absente. Le réveil fut d'autant plus terrible. Ce fut pour elle une catastrophe inattendue lorsqu'un matin, le baron, une lettre à la main et de mauvaise humeur, lui annonça le retour de sa femme pour le lendemain, en lui recommandant de tout mettre en ordre dans la maison. La nouvelle s'enfonça en elle comme un poignard. Elle était devenue blême et restait là, la bouche ouverte d'effroi, sans faire un mouvement, regardant droit devant elle comme si elle n'avait pas compris. Ses traits étaient à tel point décomposés que le baron se crut obligé de la calmer par une parole légère. « Je crois que cela ne te fera pas plaisir non plus, Cenzi. Pourtant, que veux-tu? Il n'y a rien à faire. » Mais déjà dans le visage bouleversé et figé de Crescence, un mouvement s'ébauchait. Un spasme violent, venu des entrailles, colorait peu à peu ses joues livides. Quelque chose montait lentement, aspiré par de brutales pulsations. Sa gorge tremblait sous l'effort. Enfin, c'était là sur ses lèvres, et les dents serrées, elle siffla. Il y aurait bien quelque chose à faire. C'était sorti avec la violence d'une balle de fusil, et sa figure se crispa si méchamment après cette décharge, avec une si sombre énergie que le baron malgré lui eut un mouvement de recul. Mais déjà Crescence s'était retourné et astiqué un mortier de cuivre avec une telle frénésie qu'on eût dit qu'elle allait s'y briser les doigts. Avec le retour de l'épouse, la tempête recommença à souffler dans la maison.
fit claquer les portes de plus belle, hurla de nouveau à travers toutes les pièces, balayant la chaude et confortable atmosphère des jours précédents. Soit que la malheureuse eût été renseignée par les racontars de voisins ou par des lettres anonymes sur l'inconduite de son mari, soit que celui-ci n'ayant pu dissimuler son mécontentement de la voir rentrée, l'eût mal reçue et qu'elle en fût dépitée. Toujours est-il que les 2 mois de sanatorium semblaient avoir été sans effet sur ses nerfs tendus à se déchirer, et que les crises de larmes alternaient avec les menaces et les scènes de colère. Les rapports entre les époux devenaient de plus en plus insupportables. Pourtant, devant les assauts de reproches de sa femme, le baron ne se départait pas d'une courtoisie depuis longtemps mise à l'épreuve, et lorsqu'elle le menaçait d'écrire chez elle et de le quitter, il évitait de lui répondre ou faisait tout ce qu'il pouvait pour la calmer. Mais pareille attitude ne faisait que porter au comble l'énervement de cette femme qui se savait sans appui et sentait autour d'elle une animosité secrète. Quant à Crescence, elle s'était complètement murée dans son silence d'autrefois. Mais ce silence était devenu agressif et dangereux. Tout d'abord, elle s'était obstinée à ne pas vouloir sortir de la cuisine à l'arrivée de sa maîtresse. Puis, quand celle-ci ne la voyant pas venir lui appeler, elle s'était refusée à la saluer. Les épaules en avant, semblant prête à foncer, elle était restée immobile, répondant sur un ton si hargneux aux questions posées que la baronne impatiente s'était détournée. Au même instant, sans que celle-ci s'en doutât, un regard de haine la poignardait dans le dos. Depuis le retour de sa maîtresse, Crescence se sentait frustrée. Après avoir goûté aux joies d'une soumission sans borne dans laquelle elle mettait toute sa passion et toute son âme, ne se voyait-elle pas de nouveau reléguée à la cuisine et de plus privée de son gentil nom de Leporella, car le baron se gardait bien devant sa femme de témoigner à Crescence la moindre sympathie. Il lui arrivait toutefois, après une scène par trop violente, lorsqu'il éprouvait le besoin de se soulager, de se glisser dans la cuisine, de s'asseoir sur un tabouret et de soupirer. « Je n'en peux plus !» Ces instants où le maître adoré, sous le poids d'une tension trop forte, venait se réfugier chez elle, étaient pour Leporella les plus heureux. Jamais elle ne se permettait de lui répondre ou de lâcher un mot de consolation. Silencieuse et repliée sur elle-même, elle se contentait de lever parfois un regard de compassion sur son idole, à qui cette sympathie muette faisait du bien. Mais, quand il avait quitté la cuisine, un pli furieux réapparaissait sur le front de Crescence, et de ses lourdes mains, elle pétrissait nerveusement la viande passive, ou passait sa colère sur les couverts et les casseroles qu'elle récurait avec vigueur. Dans une pareille atmosphère, il arriva finalement ce qu'il devait arriver. L'orage éclata. Au cours d'une scène particulièrement violente, le baron perdit patience et quitta son rôle de petit garçon humble et soumis. « J'en ai assez !» s'écria-t-il rageusement en faisant claquer derrière lui la porte du salon avec une force telle que les vitres de toutes les pièces en tremblèrent. Et bouillonnant de colère, le visage congestionné, il s'élança dans la cuisine où Crescence vibrait comme un arc tendu. « Prépare-moi immédiatement ma valise et mon fusil. Je pars à la chasse pour 8 jours. Le diable même n'y tiendrait plus dans cet enfer. Il faut y mettre fin. » Crescence le regarda ravi. Il était redevenu le maître. Et en même temps qu'un rire rude s'échappait de sa gorge, elle prononça: « Monsieur a bien raison, il faut y mettre fin. » Frémissante de zèle, on la vit aussitôt courir d'une pièce à l'autre, empoignant impétueusement dans les armoires et sur les tables tout ce dont il avait besoin. Puis elle porta elle-même dans la voiture la valise et le fusil. Mais lorsque le baron s'apprêta à la remercier, son regard se replia, épouvanté. Sur les lèvres pincées de la servante rampait ce sourire sournois qui, chaque fois, l'effrayait et le faisait penser à la contraction de la bête, qui se prépare à bondir sur sa proie. Mais déjà, elle redevenait toute humilité, et avec une familiarité presque blessante, murmurait d'une voix rauque: « Que monsieur fasse bon voyage, et qu'il soit sans crainte. Je ferai ce qu'il faut faire. » 3 jours plus tard, le baron fut rappelé de la chasse par un télégramme. Son cousin l'attendait à la gare. Tout de suite, il vit qu'il avait dû se passer quelque chose de désagréable, car celui-ci paraissait nerveux et inquiet. Après un court préambule, il apprit que sa femme avait été trouvée le matin dans son lit, ne donnant plus signe de vie. La mort était due à une asphyxie par le gaz. L'hypothèse d'un accident ne pouvait, hélas, être envisagée, disait le cousin, car on était au mois de mai, et il y avait longtemps qu'on ne se servait plus du réchaud à gaz. Le fait que la malheureuse avait pris du Véronal la veille prouvait d'ailleurs l'intention du suicide. Il y avait en outre le témoignage de la cuisinière qui, ce soir-là, était restée seule dans l'appartement, et qui avait entendu sa maîtresse marcher la nuit dans l'antichambre, selon toute apparence pour ouvrir le compteur soigneusement fermé. En foi de quoi le médecin légiste, appelé sur les lieux, avait déclaré lui aussi que l'accident n'était pas possible, et dressé un procès-verbal concluant au suicide. Le baron se mit à trembler. Aussitôt que son cousin eut fait mention du témoignage de Crescence, il sentit soudain ses mains se refroidir. Une pensée pénible, affreuse, s'empara de lui comme un malaise. Mais il la refoula et se laissa conduire à son domicile sans volonté. Le corps de la morte avait déjà été mis en bière. Les parents l'attendaient au salon. Ils étaient sombres et hostiles, et leurs condoléances froides comme la lame d'un poignard.
Ils se crurent obligés d'appuyer sur le fait qu'il n'y avait malheureusement pas eu moyen d'étouffer le scandale parce que le matin, la bonne s'était précipitée dans l'escalier en criant d'une voix aiguë « Madame s'est suicidée !» Aussi avait-il commandé un enterrement très simple, car, hélas, la lame aiguisée se tourna de nouveau vers lui. La curiosité du public avait déjà été mise en éveil par divers bavardages. Le baron, abattu, écoutait confusément. Malgré lui, à un moment donné, il leva les yeux vers la porte fermée de la chambre à coucher. Mais, lâchement, il les baissa aussitôt. Il essayait d'aller jusqu'au bout d'une pensée vague qui l'obsédait et le torturait. Mais ses discours vides et haineux le troublaient. Pendant une demi-heure encore, tous ces gens vêtus de noir tournèrent autour de lui en jacassant. Puis, ils prirent congé. Il resta seul dans la pièce vide et mi-obscure, tremblant comme sous l'effet d'un choc, le front douloureux et les articulations brisées. On frappa à la porte. Il tressaillit, entrait. Aussitôt, il entendit derrière lui un pas hésitant, un pas dur et glissant à la fois qu'il connaissait bien. Il fut pris d'une subite terreur. Il lui semblait que sa nuque était vissée, et en même temps qu'un frisson le parcourait des tempes aux genoux. Il voulait se retourner, mais ses muscles s'y refusaient. Il était là, debout, au milieu de la pièce, muet et tremblant, les bras pendants et raides, ayant parfaitement conscience de l'impression de lâcheté qui se dégageait de cette attitude de coupable. Mais tous ses efforts étaient vains. Ses muscles ne lui obéissaient pas. C'est alors qu'il entendit derrière lui une voix sèche et indifférente prononcer « Je voulais seulement demander à monsieur s'il mangeait ici ou en ville. » Le baron tremblait de plus en plus. Sa poitrine se glaçait. Il lui fallut s'y reprendre à plusieurs reprises avant de pouvoir balbutier. « Je ne veux rien pour l'instant. » Le pas s'éloigna en traînant. Il n'avait toujours pas la force de se retourner. Et soudain, cette rigidité se rompit. Il se sentit secoué des pieds à la tête, spasme ou dégoût. D'un bond, il s'élança vers la porte, tourna la clé en frémissant afin que ce pas fantomal et détesté ne revînt pas l'importuner. Alors il se jeta dans un fauteuil pour refouler une pensée qu'il voulait écarter et qui pourtant ne cessait de monter en lui, froide et gluante, comme une limace. Et cette pensée obsédante, qu'il lui répugnait de considérer, cette pensée visqueuse et repoussante, envahissait tout son être, sans qu'il pût s'en débarrasser. Elle ne le quitta point de la nuit, ni les heures qui suivirent. Elle resta même avec lui pendant l'enterrement, alors qu'il se tenait silencieux près du cercueil. Le lendemain des obsèques, le baron s'empressa de quitter la ville. Il ne pouvait plus supporter la vue de tous ces visages. Dans leur sympathie, ils avaient, ou du moins se l'imaginait-il, un regard singulièrement observateur, inquisiteur, qui le tourmentait. Et même les objets inanimés lui paraissaient méchamment et semblaient l'accuser. Tous les meubles de l'appartement, mais surtout ceux de la chambre à coucher, où l'odeur douceâtre du gaz semblait encore flotter sur toute chose, le repoussaient, quand, malgré lui, il ne faisait qu'entr'ouvrir une porte. Mais son cauchemar le plus terrible, qu'il dormit ou fût éveillé, c'était l'insouciante et froide indifférence de son ex-confidente, qui vaquait dans la maison vide comme s'il ne s'était absolument rien passé. Depuis l'instant où à la gare son cousin avait prononcé son nom, il tremblait rien qu'à l'idée de la rencontrer. À peine entendait-il son pas qu'il était pris d'une inquiétude nerveuse qui le portait à fuir. Il ne pouvait plus voir, plus supporter sa démarche traînante, sa froideur et son impassibilité. Il était pris de dégoût rien qu'en pensant à elle, à sa voix grinçante, à ses cheveux gras, à son insensibilité sourde, animale, impitoyable. Et dans sa colère, il s'en voulait à lui-même de manquer de force pour briser ce lien qui l'étranglait. Il ne voyait donc qu'une issue, la fuite. Il fit ses malles en cachette, sans dire un mot à Crescence, ne lui laissant qu'un billet bref dans lequel il l'avisait qu'il se rendait chez des amis en Carinthie. Le baron resta absent tout l'été. Lorsqu'il fut appelé à Vienne pour régler la succession, il préféra s'y rendre secrètement et descendre à l'hôtel sans aviser l'oiseau funèbre qui l'attendait dans l'appartement. Crescence n'avait d'ailleurs jamais reçu aucune nouvelle de lui. Pour l'entretien de la maison et le règlement des dépenses courantes, elle avait affaire à l'avocat du baron. Elle passait ses journées à attendre à la cuisine, figée sur sa chaise et sombre comme une chouette. Elle allait maintenant à l'église 2 fois par semaine au lieu d'1. Son visage se racornissait, se durcissait de plus en plus. Ses gestes étaient redevenus ceux d'un automate. Des mois entiers, elle vécut ainsi dans un mystérieux état de léthargie. Cependant, en automne, des affaires urgentes empêchèrent le baron de prolonger plus longtemps ses vacances, et il fut obligé de regagner son appartement. Sur le seuil de la maison, il s'arrêta, hésitant. 2 mois passés au milieu d'amis intimes lui avaient fait pour ainsi dire oublier bien des choses, mais maintenant qu'il allait revoir face à face celle qui était son cauchemar, sa complice peut-être, il était repris par les mêmes crampes oppressantes et les nausées de naguère. Et à chaque marche qu'il gravissait, en ralentissant toujours, une main invisible lui étreignait la gorge, de plus en plus fort. Il lui fallut toute sa volonté pour forcer ses doigts ankylosés à tourner la clé dans la serrure. À peine eut-elle entendu grincer la clé que Crescence, surprise, bondit hors de la cuisine.
Lorsqu'elle vit son maître, elle pâlit un instant, puis, afin de baisser la tête, elle empoigna la valise qu'il avait déposée à ses pieds. Mais elle oublia de lui présenter ses salutations. Lui non plus n'ouvrit pas la bouche. Muette, elle porta la valise dans sa chambre. Muet, il la suivit. Il regardait par la fenêtre en attendant qu'elle eût quitté la pièce. Puis, il s'empressa de fermer la porte à double tour. Crescence attendait, et le baron également attendait. Il espérait que cette affreuse crispation qu'il ressentait à sa vue allait disparaître, et il n'en fut rien. Avant même de la voir, rien qu'à entendre dans le couloir son pas lent, le malaise s'emparait de lui. Il ne touchait pas au déjeuner, s'échappait en hâte tous les matins sans lui adresser la parole et restait absent jusqu'à 1 heure avancée de la nuit, rien que pour éviter sa présence. Quand il avait absolument besoin de lui parler, pour lui donner des ordres, il le faisait en détournant le visage. Rien qu'à respirer l'air de la même pièce que ce fantôme, il se sentait la gorge serrée. Crescence, pendant ce temps, passait sa journée sur son tabouret, dans un mutisme complet. Elle ne faisait plus de cuisine pour elle. Tous les plats lui répugnaient, et elle évitait tout le monde. Elle était là, l'œil craintif, tel un chien battu qui sait qu'il a commis une faute et attend le coup de sifflet de son maître. Son esprit obtus ne saisissait pas exactement ce qui s'était passé. Seul le fait que son seigneur et maître l'évitait et ne voulait plus de ses services la touchait profondément. 3 jours après le retour du baron, on sonna. Un homme aux cheveux gris, la figure soigneusement rasée, une valise à la main, attendait calmement devant la porte. Crescence voulut les conduire. Mais l'homme insista, disant qu'il était le nouveau valet de chambre, que monsieur lui avait dit de venir à 10 heures, et qu'elle devait l'annoncer. Crescence devint livide. Un instant, elle resta là comme figée, la main en l'air, les doigts raides et écartés. Puis sa main retomba comme un oiseau sous une décharge de plomb. « Annoncez-vous vous-même, dit-elle d'un ton bourru à l'homme étonné, puis elle s'enferma dans la cuisine en claquant la porte derrière elle. Le domestique entra en fonction. À partir de ce jour, le maître n'eut plus du tout besoin d'adresser la parole à Crescence. Tous les ordres qui lui étaient destinés passaient par le vieux et calme valet de chambre. Elle n'était pas informée de ce qui se produisait dans la maison. Tout coulait sur elle froidement, comme l'onde sur la pierre. Cette situation dura 15 jours. Crescence en faisait une maladie. Sa figure était devenue tout à fait anguleuse et pointue. Ses cheveux avaient subitement blanchi près des tempes. Elle continuait à se tenir assise comme une bûche sur son tabouret, le regard vide fixé sur la fenêtre vide. Quand elle travaillait, ses gestes ressemblaient à des accès de rage. Au bout de ces 2 semaines, le valet de chambre vint un jour trouver son maître dans son bureau. À son attitude, le baron devina qu'il avait quelque chose de spécial à lui communiquer. Une fois déjà, le domestique s'était plaint des manières revêches de la maritorne tyrolienne, comme il l'appelait avec mépris, et il avait proposé de la renvoyer. Mais le baron avait paru ne pas l'écouter. Tandis que le domestique s'était alors aussitôt éloigné en s'inclinant, cette fois il persistait dans son idée. Et avec une grimace singulière qui exprimait l'embarras, il finit par marmotter que monsieur ne devait pas le trouver ridicule, mais que, il était bien forcé, oui, il ne pouvait pas faire autrement que d'avouer, qu'il avait peur d'elle. Cette fille taciturne et méchante était intraitable, et monsieur ne savait certainement pas quelle personne dangereuse il avait dans sa maison. En entendant ces mots, le baron tressaillit. Il demanda au domestique ce qu'il entendait par là, et ce qu'il voulait dire. Celui-ci alors chercha à atténuer son affirmation. Il ne pouvait rien affirmer de précis, déclara-t-il, mais il avait le sentiment que cette femme était une bête furieuse, capable de faire un mauvais coup. La veille, lorsqu'il s'était tourné vers elle pour lui donner des instructions, il avait surpris un regard. On ne pouvait, il est vrai, rien affirmer sur la foi d'un regard, qui lui avait donné l'impression qu'elle voulait lui sauter à la gorge. Et depuis lors, il la craignait au point qu'il avait peur de toucher au plat qu'elle préparait. Monsieur le baron ne sait pas, dit-il, en terminant son rapport, combien cette personne est dangereuse. Elle ne parle pas, elle ne dit rien, mais je la crois capable de commettre un crime. Le baron, effrayé, jeta un brusque regard sur l'accusateur. Avait-il entendu parler d'une chose précise? Lui avait-on exprimé quelques soupçons? Il sentit ses doigts trembler, et, vivement, posa son cigare pour que les zigzags de la fumée ne trahissent pas la nervosité de ses mains. Mais sur la figure du vieillard ne se lisait aucune arrière-pensée. Non, il ne devait rien savoir. Le baron hésita, puis tout à coup, s'armant de son désir, il dit « Patiente encore, mais si elle recommence à être désagréable avec toi, donne-lui ses 8 jours de ma part. » Le domestique s'inclina et le baron se rassit. Chaque fois qu'il pensait à cette créature mystérieuse et redoutable, sa journée était gâchée. Le mieux serait, se dit-il, que cela eût lieu en mon absence, pendant les fêtes de Noël par exemple. Rien que l'idée de la délivrance entrevue lui faisait déjà du bien. Oui, pendant les fêtes de Noël, quand je serai parti, se répéta-t-il, comme pour s'approuver. Mais le lendemain, à peine s'était-il retiré dans son bureau après le repas, que l'on frappait à la porte. Détachant machinalement les yeux de son journal, il grogna. « Entrez !» Aussitôt, le pas détesté, ce pas dur et traînant qui hantait ses rêves, heurta son oreille.
Sur la maigre et noire silhouette de Crescence branlait une tête desséchée et livide qui faisait penser à une tête de mort. Pourtant, un peu de pitié se mêla vite à l'effroi du baron, lorsqu'il vit la misérable créature repliée sur elle-même s'arrêter craintivement au bord du tapis. Pour cacher son embarras, il voulut prendre un air candide. « Eh bien, qu'y a-t-il, Crescence » fit-il, mais il ne réussit pas à donner à ses paroles le ton affable et cordial qu'il avait voulu. Malgré lui, la question semblait dure et malveillante. Crescence ne bougeait pas, son regard s'enfonçait dans le tapis. Enfin, elle bredouilla brusquement, comme on repousserait violemment quelque chose du pied. « Le valet de chambre m'a donné mes 8 jours. Il a dit que c'était sur les ordres de monsieur. » Le baron se leva, très gêné. Il n'avait pas pensé que cela irait si vite. Aussi se mit-il à lui répondre d'une façon vague et embarrassée, lui conseillant de ne pas prendre cela au tragique, de tâcher de s'entendre avec les autres domestiques, lui disant en somme tout ce qui lui passait par la tête. Mais Crescence restait immobile, les yeux collés au tapis, la tête rentrée dans les épaules, la nuque obstinément baissée. Elle entendait sans les écouter tous ces discours, n'attendant qu'une parole qui ne venait pas. Et lorsqu'enfin il se tut lassé et mécontent du rôle méprisable qu'il tenait là, devant une servante, elle finit par balbutier. « Je voulais seulement savoir si c'était bien monsieur le baron qui avait chargé Antoine de me renvoyer. » Elle avait dit cela durement, violemment, avec colère. Le baron, dont les nerfs étaient déjà irrités, en avait ressenti comme une secousse. Était-ce là une menace? Le provoquait-elle? Subitement, toute lâcheté, toute pitié s'évanouirent en lui. La haine, le dégoût amassés depuis plusieurs semaines ne firent plus qu'un avec le désir d'en finir. Changeant complètement de ton, il confirma d'un air indifférent, avec cette froideur administrative apprise naguère au ministère, qu'il avait en effet laissé au valet de chambre toute latitude concernant son intérieur. Lui, personnellement, ne désirait que son bien à elle, et il était prêt à essayer d'arranger les choses. Si cependant elle persistait à se montrer désagréable envers le valet de chambre, il se verrait obligé de renoncer à ses services, et sur ces derniers mots, ramassant toute son énergie, fermement décidé à ne se laisser influencer par aucune familiarité ou allusion secrète, il regarda fixement, résolument, celle qui, croyait-il, le menaçait. Mais le regard qu'à ce moment Crescence leva timidement vers lui n'était que celui d'une bête blessée, qui, devant elle, voit surgir la meute du fourré. « Merci, balbutia-t-elle, je m'en vais. Je ne veux plus encombrer monsieur. » Et lentement, sans se retourner, les épaules tombantes, elle sortit en traînant les pieds. Le soir, lorsque le baron revint de l'opéra et qu'il voulut prendre son courrier sur son bureau, il y aperçut un objet carré et étrange. C'était un coffret en bois sculpté à la manière paysanne. Il n'était pas fermé. À côté de la liasse rectangulaire des billets de banque se trouvaient bien rangées les menues choses que Crescence tenait de lui. Quelques cartes de la chasse, 2 billets de théâtre, une bague en argent. Il y avait en outre un instantané de Crescence pris au Tyrol 20 ans plus tôt, et où ses yeux, évidemment effrayés par le magnésium, avaient la même expression d'animal traqué que dans l'après-midi, quand elle avait quitté son bureau. Quelque peu embarrassé, le baron repoussa le coffret, et appela le domestique pour lui demander ce que faisaient là les affaires de la cuisinière. Le valet de chambre se mit aussitôt à la recherche de son ennemi pour qu'elle lui fournît des explications. Mais Crescence n'était ni à la cuisine, ni dans une autre pièce. Et ce ne fut que le lendemain, lorsque l'on sut par la police qu'une quadragénaire s'était suicidée en se jetant dans le canal du Danube, que l'on n'eut plus à se demander où était Leporella.